des capacités spatiales, de sorte à augmenter la létalité, la liberté de manœuvre et la survivabilité des combattants. Donc il n'y a pas plus clair. Ce type d'architecture, proliferated, c'est vraiment, utile en cas de conflit, notamment face au risque d'actions anti-satellites. Un sujet très naturellement à suivre et absolument fascinant sur comment est-ce que se déroule la guerre dans l'espace, puisque ça c'est quelque chose que nous n'avons pour le moment jamais vécu. Bonjour et bienvenue dans Orbit Watch, le podcast pour les passionnés d'espace qui s'intéressent aux opérations militaires en orbite. Ce podcast est produit par Helvetii Space avec l'appui du Centre de compétences espace de l'armée suisse. Je suis Jonathan Magnien, ingénieur en électronique spatiale et commandant dans la compagnie QG Espace. J'ai le plaisir d'explorer avec vous les rixes entre forces armées dans l'espace dont on n'entend jamais parler, mais qui pourtant prennent place tous les jours au-dessus de nos têtes. Aujourd'hui, épisode 5 d'Orbit Watch et nous sommes à nouveau avec Eric Botlender, ingénieur et expert du spatial européen. Bonjour Eric. Bonjour Jonathan et bonjour à tous. Merci d'être de retour donc dans Orbit Watch. À l'agenda cette semaine, on va parler de lanceurs, notamment d'Ariane 6 et de Vulcan. On va parler de traitement automatique d'imagerie spatiale par l'intelligence artificielle. Et finalement, le thème de cette semaine, c'est la nouvelle architecture des constellations de défense américaines, ou plutôt des États-Unis d'Amérique. Alors sans plus attendre, on se lance dans nos brèves. Première brève donc, Ariane 64. Nous l'avions évoqué la semaine dernière. Le 12 février 2026, Ariane 64, c'est-à-dire Ariane 6 en configuration 4 boosters, a lancé avec succès 32 satellites d'Amazon Leo. Il s'agit donc d'une constellation qui, comme son nom l'indique, est faite par Amazon et est en orbite basse. Nous reviendrons sur les détails après. Et ces satellites rejoignent donc la future constellation à haut débit d'Amazon. Ariane 6 donc, un nouveau lanceur européen très important qui sert à lancer des satellites et des charges utiles gouvernementales ou militaires, mais c'est évidemment scientifiques, ce qui c'est souvent le cas pour l'ESA tout naturellement et privé. On a deux variantes comme indiqué la dernière fois, 62 avec 2 boosters et 64 avec 4 boosters. Et donc la configuration 4 boosters permet à peu près de doubler la charge utile qui est mise en orbite. Donc c'est vraiment quelque chose de pas négligeable. Ce vol donc était le tout premier d'Ariane 64 et c'était aussi d'ailleurs, le premier vol qui a permis de déployer des satellites d'Amazon Leo par un lanceur européen. Donc c'est un grand moment pour l'Europe, un moment stratégique, puisque l'Europe participe désormais directement au déploiement d'une grande constellation en orbite basse. Eric? Eh bien, oui, effectivement, c'est un grand moment. Alors déjà pour Ariane, pour le programme Ariane, parce que, c'est une campagne qui s'est déroulée en 2 mois, peut-être même un petit peu moins de 2 mois puisqu'il y avait la pause, à la fin d'année. Et pour une nouvelle version de lanceur, tout s'est très bien passé alors que c'était la première fois pour la coiffe également, c'est la première coiffe longue d'Ariane 6 et donc ça montre que les équipes étaient finalement très bien préparées en amont, que la campagne de vol s'est bien passée et puis, bah, c'est toujours plein de détails, une nouvelle version de lanceur par exemple, bah, c'est on regarde comment, le pas de tir a résisté, comment, le profil de vol s'est passé et ce qu'on peut constater, c'est que, bah, ces équipes, elles étaient prêtes et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le spatial européen parce que ça veut dire que mettre en place cette nouvelle version, bah, ça n'a pas retardé, le plan des lancements, notamment en 2026 qui est très chargé. D'autre part, par rapport à Amazon, donc maintenant Amazon Leo compte plus de 200 satellites en orbite. Donc ça, c'est déjà significatif sur le plan opérationnel parce que ces satellites, ils sont très gros, ils pèsent chacun plus de 700 kilos et il y en a, 3 236 qui sont planifiés. Mais, ces satellites, ils sont aussi capables, de communiquer les uns avec les autres, directement avec des liens intersatellites. Donc, 200 satellites, un peu plus de 200, bah, c'est déjà une capacité qui est significative. L'entreprise, elle est sous forte pression quand même, notamment en termes de calendrier, parce qu'elle devait
à la base avoir, déployé la moitié de la constellation d'ici l'été 2026. Ce ne sera pas le cas évidemment, mais avec ce déploiement d'Ariane 6, les lancements qui sont prévus dans la première moitié de l'année, on peut dire que le rythme s'accélère et on peut prévoir que Amazon va obtenir, le feu vert des autorités pour, se dégager et pour pouvoir, avoir une deadline qui soit plus étendue que 2026. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, les satellites qui ont été déployés, ils fonctionnent. Ils sont toujours pour la plupart en transit, mais un seul satellite sur les plus de 200 semblerait perdu, selon les données de suivi suisse. Donc il y a une qualité de déploiement qui est globalement solide, voire très solide. Et puis, ben, il y a cette cadence de tir et pour l'améliorer, on peut signaler que Amazon Leo a déjà commandé en début d'année, en urgence, 10 lancements supplémentaires de fusées Falcon 9 suite aux problèmes des autres lanceurs. Donc ça ne concerne pas forcément Ariane 6 qui a en tout 18 lancements, mais il y a des problèmes avec Vulcan et d'autres problèmes, avec, New Glenn qui pour le moment est encore très peu disponible. Un grand succès donc pour les lanceurs, européens et donc on passe, comme tu l'as dit, à notre deuxième actualité. On va parler du Vulcan qui a quelques soucis. Deuxième actualité donc dans les lanceurs. Vulcan donc qui a bien accompli sa mission pour le département américain de la défense. Il a mis donc une charge utile militaire en orbite, mais un problème déjà connu de booster s'est produit une nouvelle fois pendant l'ascension, ce qui fait stresser un petit peu évidemment, ULA. Vulcan, donc c'est un nouveau lanceur américain qui appelait à devenir un des principaux, lanceurs pour les missions de sécurité. C'est donc, comme, je viens de le dire, un lanceur de ULA qui est le United Launch Alliance. C'est une entité privée qui est issue de la fusion en 2006 de Lockheed Martin et Boeing au niveau, des lanceurs, hein, qui avait pour but d'éviter la concurrence et d'allier leurs capacités afin d'être rentables, puisque si les races et concurrents, ils n'atteignaient pas la rentabilité. Malheureusement, la répétition de cette anomalie en vol révèle des petits soucis de fiabilité et c'est donc un booster qui a fourni une poussée supplémentaire pendant l'ascension. Ce qui est pas un incident mineur du tout, ce qui peut causer d'énormes problèmes, y compris la perte de la fusée et c'est une anomalie qui s'est déjà produite pendant leur deuxième lancement. Or, on était là au quatrième lancement et ils pensaient que ce problème avait été résolu. Et il a refait surface en ce quatrième lancement, mais fort heureusement pour eux, le moteur principal donc, fait par Blue Origins a réussi à compenser la poussée supplémentaire de ce booster et le satellite a été mis en orbite correctement. Néanmoins, le client, donc le Department of Defense, est sur ses gardes et une enquête sera ouverte pour trouver quel est le problème technique à résoudre et cela va naturellement causer un délai supplémentaire qui ne leur permettra pas d'augmenter leur cadence de lancement et ça évidemment, c'est un problème. Mais comme tu le signales, bah, la mission, qui s'appelait USSF 87, elle transportait, des charges utiles pour, l'US Space Force. Alors, ce qu'il faut mentionner, c'est que c'est un lancement de sécurité nationale et ce sont des satellites, qui coûtent en général beaucoup plus cher que les satellites commerciaux. Donc, ces satellites, même si on ne sait pas exactement ce qu'ils font, ce sont probablement des satellites, SIGINT. Hem, Vulcan n'a pas le droit à l'erreur avec, ce type de décollage, surtout pour un lanceur qui en est au tout début de sa carrière opérationnelle et sur lesquels, les militaires ont énormément d'attentes. Et il faut savoir qu'il y a déjà des lancements qui étaient prévus avec Vulcan en 2025 et 2026 qui ont été reportés à plus tard ou transférés sur Falcon 9, voire Falcon Heavy. Donc, la mission a été réussie globalement, donc ça c'est quand même une satisfaction, mais c'est une anomalie qui est importante parce que les clients militaires, regardent tout ça. On voit que la partie booster n'est pas fiable aujourd'hui, et donc ça risque de retarder les opérations. Il faut quand même rappeler que pour la première anomalie de booster, les équipes avaient été obligées d'aller les repêcher, en mer et avaient engagé une campagne, de test et de requalification des boosters. Donc tout ça, bah, ça va retarder les opérations, ça va retarder, la mise en place de nouveaux satellites et
ça va retarder pour Vulcain, cette montée en cadence. Donc les lancements de la Space Force avec, Vulcain aujourd'hui sont suspendus. Donc ça a été annoncé cette semaine par la Space Force et ce qu'on peut surtout voir, c'est que, ben, comparé en particulier à Ariane 6, le début de carrière de ce lanceur est beaucoup plus mouvementé. Et c'est un petit peu le cas, dans le reste du monde aussi. Donc ça, on voit que Ariane 6, qui avait eu de gros retards, hein, à la base, le lanceur était quand même prévu pour 2020. Et ben, ce gros retard, et ben, il a été rentabilisé puisque la cadence a augmenté rapidement et la fiabilité est au rendez-vous. On peut quand même signaler qu'en plus des problèmes de Vulcain, ah bah, il y a des problèmes aussi au Japon avec le lanceur H3 qui n'a eu que 2 lancements en 2025, dont un échec en décembre, que la Chine ne lance pas plus de fusées Longue Marche 5 que l'Europe ne lance d'Ariane 6 et que donc tout autour du monde, si on excepte Falcon 9, tout le monde a eu des problèmes de jeunesse avec ces lanceurs lourds. Donc ce qu'on peut souhaiter, ben, c'est que Ariane 6 suive, sa courbe actuelle et se positionne entre 6 et 8 lancements cette année comme prévu. L'Europe met donc le pied sur l'accélérateur. On est content que le vieux continent soit de retour dans l'arène des lanceurs. Sans transition maintenant, on passe des lanceurs à l'intelligence artificielle. Maxar Intelligence, donc qui a rebrandé son nom en Vantor, est donc un acteur important de l'observation de la Terre, un acteur commercial et donc il fournit du renseignement géospatial. Ce rebranding a quand même fourni, la illustre la transition du passage d'un simple fournisseur d'imagerie à une entreprise qui fournit vraiment un service de renseignement et ce service va donc être augmenté par l'intelligence artificielle. Il est important de dire que le renseignement, d'origine de l'espace est une grande tendance au niveau, privé. Les entreprises, sont de plus en plus nombreuses à vouloir fournir des solutions as a service, donc vraiment pas juste, voilà, vous nous demandez une image, on vous la fournit, mais vraiment un service complet de renseignement qui séduit du reste beaucoup le secteur de la défense, en tout cas en Amérique du Nord, mais aussi dans d'autres pays. Ventor a donc annoncé qu'ils intègrent des modèles d'imagerie, des modèles IA d'imagerie Google Earth AI dans leur plateforme TensorGlobe. C'est donc une intelligence artificielle qui va faire un tri, non seulement entre les images intéressantes et pas intéressantes pour les opérateurs ou les officiers de renseignement, mais aussi évidemment un pré-traitement de l'image qui va déjà indiquer où sont les éléments intéressants, qu'est-ce qui a été détecté, hein. Par exemple, on voit ici des véhicules, ici des personnes, ici un bâtiment et cetera et donc on a une quantité de travail immense qui est déjà faite à l'avance. Ce qui ferait évidemment passer les délais de traitement de plusieurs heures à quelques minutes. Du reste, selon Venter, c'est des modèles qui peuvent être déployés dans des environnements classifiés, souverains, oui, complètement isolés du réseau, donc quelque chose qui peut naturellement beaucoup attirer tout le secteur de la défense. Ouais, ce qu'il faut signaler, c'est que c'est aussi un changement des cas d'usage. Parce qu'aujourd'hui, comment font les satellites, d'imagerie pour prendre des images? Eh bien, soit on sélectionne un site à l'avance qu'on va photographier lors du passage d'un satellite, soit on prend, le trajet du satellite et le satellite prend ce qu'on appelle une peignée, c'est-à-dire vraiment une bande, d'imagerie, de plusieurs milliers de kilomètres de long qui va prendre beaucoup de place, qui va utiliser énormément de données et qui va prendre beaucoup de temps à être rapatrié sur Terre. Donc avec, ces apports de l'intelligence artificielle, on change complètement de cas d'usage. C'est-à-dire qu'on peut surveiller des infrastructures et n'envoyer les images que lorsque la surveillance de la zone implique un changement. On peut évaluer des dommages, on peut, détecter des changements, géospatiaux, analyser, des schémas de mouvement de troupes, par exemple. Ou suivre, ben, tout simplement un théâtre d'opération. On peut très bien imaginer, par exemple, le cas des frappes, ukrainiennes sur certaines raffineries. Donc on ne filme, on ne prend des images qu'avant, après et en tout cas, ça permet un suivi beaucoup plus précis, beaucoup plus analytique que, de simplement, commander une prise d'image. Donc les constellations, modernes, on l'a dit, elles produisent énormément d'images et le problème, bah, c'est pas tellement la collecte, mais c'est la capacité déjà pour les transférer au sol et puis la capacité humaine à tout analyser. Donc il existe des satellites et des logiciels, qui sont capables d'analyser, sur Terre, mais l'idée ici, c'est surtout, de ne transférer vers la Terre que les images utiles. Alors c'est déjà proposé aujourd'hui par d'autres compagnies.
On peut citer notamment, Planète qui propose, donc Planète propose une image de toute la Terre, chaque jour, mais propose aussi des systèmes, analytiques, que ce soit aux armées américaines ou à certains particuliers et hem et ce qu'on peut signaler, bah, c'est qu'évidemment, on va accorder une confiance à ces nouveaux outils, d'intelligence artificielle. Au début, elle sera peut-être limitée, peut-être qu'on aura besoin de vérifier avec les logiciels sur terre, mais dans les étapes, futures, ce sera, peut-être les satellites qui décideront automatiquement s'ils doivent transférer des images aux opérateurs ou non. Ou alors, on peut aussi avoir d'autres modèles, qui commencent à émerger, notamment des satellites d'imagerie satellitaire qui vont envoyer toutes leurs images vers des centres de calcul, avec IA en orbite et ce sont ces centres de calcul qui vont après transférer les images utiles, uniquement vers la Terre. Une perspective donc extrêmement intéressante qui touche à nouveau au sujet des centres de calcul dans l'espace, mais aussi de l'IA dans l'espace qui, je pense, est un sujet, de futur très intéressant qui devrait, je pense, faire, l'objet d'un épisode dédié. Avant de poursuivre cet épisode, je souhaite m'adresser à tous mes concitoyens suisses. Vous avez la possibilité d'accomplir votre service militaire obligatoire au Centre de compétences espace. Diverses fonctions passionnantes sont disponibles pour tous les backgrounds. Analyste de la situation espace, opération spatiale, développement logiciel, sécurité informatique, création d'outils d'analyse et exploitation des stations au sol. Aucune formation ou diplôme n'est requis pour postuler. Que vous sortiez d'apprentissage ou que vous ayez une expertise dans la physique, l'ingénierie, le droit ou les relations internationales, votre contribution sera une pierre à l'édifice, appréciée à sa juste valeur. Je vous encourage donc à mêler service et passion avec nous dans une atmosphère unique de discipline, d'indépendance, de créativité et de persévérance. Pour en savoir plus, écrivez à l'adresse email en description contact@helveti.space afin d'être orienté sur la procédure à suivre. On passe maintenant au sujet de la semaine. Il s'agit de la Space Development Agency, SDA, qui déploie sa Proliferated Warfare Space Architecture en orbite. Donc, bon, ce titre n'est peut-être pas très évocateur, alors on va tout de suite plonger dans le cœur du sujet qui, je vous le promets, est très intéressant. Dans le dernier épisode, on a parlé des 5 capacités opérationnelles et je vous avais dit, hein, l'espace n'est pas juste quelque chose pour aider les troupes au sol, mais vraiment une infrastructure critique. Eh bien, SDA, la Space Development Agency, qui a son adresse au Pentagone, donc c'est quand même une agence importante aux États-Unis, a pour but de fournir une partie de ses capacités opérationnelles, entre autres la télécommunication, l'alerte précoce, hein, pour les missiles et la navigation aux combattants. J'insiste bien sur le fait que c'est aux combattants, puisque l'entreprise est vraiment dans son ethos, on va dire, est centrée autour du combattant, donc de l'aspect tactique et de la rapidité d'acquisition de ses capacités au profit de ce combattant sur un théâtre d'opération. Leur but, c'est de livrer une nouvelle capacité ou une capacité mise à jour tous les 2 ans, ce qu'ils appellent des tranches. Chaque tranche intervient chaque 2 ans. Et ils le disent de manière explicite, hein, je cite: «Mettre à disposition du niveau opératif des capacités spatiales de sorte à augmenter la létalité, la liberté de manœuvre et la survivabilité des combattants». Donc il n'y a pas plus clair. Je tiens juste à apporter un peu d'explication ici. On a parlé de niveau opératif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si on va vraiment vers le bas, au niveau des gens qui sont sur le front en train de se battre, on a le niveau tactique. Et ça peut même remonter très haut, jusqu'à le niveau de certains officiers généraux. La tactique, c'est penser en termes de moyens, c'est conduire ses hommes et ses moyens pour gagner vers la victoire. On veut gagner une bataille, on veut gagner une portion de terrain. Alors que l'opératif, donc la pensée opérative, c'est penser en termes de force, les forces étant des sommes de moyens, et on va combiner ces moyens, que ce soit au sol, dans l'air et dans l'espace, ce qui demande une synchronisation vraiment étroite. C'est pour ça qu'on appelle ça le joint en anglais, et on vise un état final recherché. Et cet état final recherché est atteint grâce à plusieurs effets au niveau tactique. Voilà donc pour la mise un petit peu en contexte. Et donc cette cadence de tranche, capacitaire tous les 2 ans, c'est extrêmement ambitieux, hein, et pour atteindre ce rythme, il y a naturellement une prise de risque immense, hein, et un business model très différent
des acquisitions standards. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Eric? Alors, juste avant d'en dire plus, je pense que ce serait intéressant de revenir sur le terme proliferated. Parce que c'est finalement la grosse tendance et le gros changement, vis-à-vis de ce que faisait, le département de la défense américain avant 2020. Donc proliferated, ça inclut vraiment d'avoir beaucoup de satellites qui font la même chose et d'avoir une couverture qui soit constante et globale. Alors déjà, ça permet plus de réactivité, ça permet, d'avoir des images beaucoup plus rapides, ça permet, aussi de faire évoluer ces technologies plus rapidement et c'est surtout, ça permet, beaucoup plus de résilience. C'est-à-dire que en cas de conflit, ben, si on a 5 ou 6 satellites, qui font, de la détection de missiles avancés, s'ils sont en orbite elliptique, ce sont des satellites qui sont très particuliers, et bah, s'il y en a un ou 2 qui sont détruits, ça impose une perte de capacité qui est très rapide et qui est très importante. Par contre, avec 21 satellites qui sont en orbite basse. Si 5 sont non opérationnels ou qui sont détruits ou, ont des problèmes de capteurs tout simplement, et ben, il en reste 16 donc ça fait quand même une résilience. On a des passages qui sont beaucoup plus rapides et puis, on a des informations qui sont beaucoup plus rapidement transmises, au sol. On peut signaler que, bah, ce type d'architecture, proliferated, c'est vraiment, utile en cas de conflit. Notamment face au risque d'actions anti-satellites, qui seraient, développées par certaines parties ennemies et puis, ben, tout simplement, comme on l'a dit, ça augmente la couverture. Alors, on a la cadence de remplacement tous les 2 ans, donc ça impose, des évolutions qui sont très rapides. Alors ça impose aussi aux industriels d'avoir des solutions qui sont prêtes. Ça veut dire que tout le monde ne tient pas forcément ces délais, mais de viser une cadence de 2 ans et ben, comme tu l'as dit, c'est très, très ambitieux. C'est aussi le but de se dire, on va développer des générations, qui vont être compatibles les unes avec les autres, qui vont peu évoluer en termes de plateforme, mais surtout beaucoup en termes de capteurs. Donc le produit spatial, il va évoluer rapidement. Tout le système qui va considérer à, traiter les données, les transférer vers les combattants, faire la fusion des données, ne suivra peut-être pas tous les 2 ans. Mais par contre, on a une architecture spatiale qui évolue plus rapidement peut-être que, les moyens de détection, des autres nations. Merci Eric. Donc maintenant qu'on a le contexte, hein, de cet acteur et de leur objectif, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, on revient un petit peu en arrière. Le 10 septembre, 2025, 21 satellites T1TL pour Tranche 1 et TL Transport Layer, produits par York Space, ont été lancés. Ensuite, le 15 octobre 2025, c'est le lancement de 21 autres satellites T1TL, donc le même, mais produit cette fois par Lockheed Martin. Donc on voit déjà l'écosystème classique de défense américaine au niveau privé qui prend place. Et donc ces deux lots différents ont été lancés sur des plans orbitaux différents, donc l'ascension droite du nœud ascendant, si je peux me permettre les termes techniques, sont séparés de 160 degrés. Donc vous imaginez une orbite dans l'espace, hein, autour de la Terre, comme ça, vous imaginez votre orbite, et vous la faites tourner comme ça, de manière symétrique, autour du pôle. Eh bien, c'est ça, cette rotation. Et donc, ces deux lots d'orbites sont séparés de 160 degrés sur cet axe de rotation. Au niveau de l'inclinaison, qui est l'angle entre l'équateur et l'orbite, eh bien, cet angle est de 81 degrés. Donc, c'est des orbites qui vont être capables d'atteindre le cercle polaire. Eh bien, mi-février, le premier lot de ces satellites a manœuvré pour monter d'environ 5 kilomètres, ce qui n'est pas énorme, mais qui est en fait le début tout simplement de la phase de mise à poste. Ce qui est important de dire, c'est que, d'une fois la mise à poste terminée à l'orbite visée qui est de 1 000 km, il se trouve actuellement à environ 950 kilomètres d'altitude, eh bien, c'est des capacités opérationnelles qui seront à disposition du département de la défense, états-unien. Ça veut dire que SDA, il sort maintenant de ce cadre expérimental où ils avaient fait d'abord quelques satellites de test, quelques prototypes, puis ils avaient fait la tranche 0 pour aller chercher un retour d'expérience et ça n'était pas toujours bien passé du reste. Et donc maintenant, c'est une capacité vraiment opérationnelle qui va être à disposition du client, d'un client étatique du reste, pas des moindres, et donc il va falloir assurer.
Ces satellites, ils vont se répartir sur 6 plans orbitaux. Comment ils vont le faire? Eh bien, certains vont rester à des altitudes différentes et il y a un phénomène naturel de cet angle dont je vous ai parlé, qui est l'angle de rotation de l'orbite autour de l'axe polaire. Eh bien, avec le temps, ils dérivent gentiment, mais ça dépend de l'altitude et de l'inclinaison. Donc ils vont tous se mettre plus ou moins par équipe à des altitudes différentes et au cours du temps, cet angle va se répartir en fonction de leurs altitudes et ils vont tous par la suite monter à leur altitude opérationnelle et donc obtenir la même dérive de cet angle, c'est-à-dire toujours garder les mêmes orbites relatives aux autres, d'une fois qu'ils auront atteint le plan orbital désiré. Si on parle maintenant des capacités de ces satellites, TL, c'est pour Transport Layer. Il s'agit de satellites de télécommunication. Cette constellation, cette architecture, donc, doit être capable de fournir une couverture constante, donc en tout temps, d'une zone. Donc, ce n'est pas une couverture globale partout, à l'instar par exemple de Starlink pour l'Internet à haut débit, mais vraiment une couverture à un emplacement précis, mais par contre tout le temps, pour des besoins évidemment militaires. SDA avait prévu un lancement par mois pour cette tranche 1, histoire qu'elle soit opérationnelle en 2027. Néanmoins, depuis le dernier lancement en octobre, ça fait donc 4 mois, il n'y a pas eu de lancement. Donc on a un retard qui, au jour d'aujourd'hui, reste raisonnable et qui, point important, n'est pas dû au lanceur, au problème de lanceur dont on a parlé plus tôt. Ce n'est pas ça le problème, les satellites ne sont tout simplement pas prêts et donc on peut de nouveau parler de ce nouveau modèle d'acquisition. Alors, justement, si les satellites ne sont pas prêts, c'est aussi parce que, la Space Force, s'est beaucoup inspirée, des acquisitions, par rapport aux acteurs du New Space. Et alors tu l'as dit, il y a des acteurs, qui sont liés au spatial traditionnel américain, comme par exemple Lockheed Martin, mais on impose à Lockheed Martin un modèle, de renouvellement rapide. On leur impose, d'avoir des capteurs qui sont, peut-être moins chers, moins performants, mais qui seront à remplacer plus souvent. Donc ça, c'est un gros changement parce qu'on impose à des acteurs qui sont très établis un véritable changement de paradigme. Alors, en termes de New Space, il y a quand même pas mal d'acteurs qui sont sollicités, en particulier pour les capteurs. Et alors, ces acteurs, ils vont voir, la SDA, ils promettent, souvent monts et merveilles, mais une fois que le contrat est livré et que, ça leur permet de faire des levées d'argent de plusieurs centaines de millions de dollars, après il faut livrer. Et livrer en 2 ans, pour des capteurs, qui sont de qualité militaire, c'est très, très compliqué. Donc ça impose, pour les industriels d'avoir des rythmes d'acquisition qui sont très importants, des tests qui des fois sont un petit peu plus réduits et aussi, par rapport, à l'administration, 2 ans, c'est aussi très court, que ce soit pour opérer les satellites et aussi pour faire les acquisitions. Donc c'est un risque, en termes, d'acquisition pour, peu ou mal des fois définir les projets. Si le cahier des charges est mal défini, on a un industriel qui peut livrer un produit technique qui n'est pas forcément celui qui était attendu et c'est là que ça peut commencer à poser des problèmes parce qu'on a des imprécisions, sauf que les décisions, elles sont engagées et les budgets sont engagés et on peut, des fois, se rendre compte trop tard que c'était pas forcément, les bons choix techniques ou que les standards ne sont pas respectés ou que, certaines pannes sont explicables parce qu'il y avait tel ou tel test qui n'a pas pu être réalisé au sol en 2 ans. Donc ce sont des temps qui sont extrêmement courts pour livrer des satellites militaires et donc ça, c'est un changement de la part des Américains, qui est vu comme étant bienvenu, de la part des industriels, mais qui impose de faire bouger toute la chaîne d'approvisionnement, des satellites, de la défense. En plus de ça, on peut quand même dire que, cette décision de la SDA, même si aujourd'hui elle est sujette à beaucoup de retard, elle a beaucoup d'implications, en termes politiques et surtout c'est un modèle qui est en train de se répandre au sein des armées américaines. C'est-à-dire que après, l'avoir utilisé pour les satellites, de détection avancée, c'est en train d'être généralisé pour, la partie, PNT, donc pour le positionnement et timing. C'est en train d'être généralisé pour l'imagerie et ça pourrait peut-être même être généralisé pour d'autres domaines, par exemple le SIGINT.
Merci Eric. Donc un point important à prendre, 2 ans, c'est très court, même si au niveau opérationnel, avoir des capacités renouvelées ou régénérées ou même nouvelles tous les 2 ans, c'est quelque chose d'absolument formidable et qui est entre guillemets «idéal» puisque, contrairement à une acquisition standard où on veut acquérir un matériel, on va prendre des années à décider et à faire l'acquisition d'un matériel qui va nous durer pour au moins 30 ans. Eh bien là, on ne peut pas vraiment faire ça pour le spatial puisque la technologie et les capacités évoluent et donc en quelques années, en effet, les précédentes sont peut-être pas obsolètes, c'est peut-être un peu trop dire, mais disons, il y a besoin de plus de capacités et donc ce modèle-là semble être un bon compromis entre ce côté acquisition qui est bien trop lent, mais aussi le côté, partenariat public-privé. On a vraiment le militaire qui va main dans la main avec des privés. Mais là, on a vraiment quelque chose qui est peut-être un peu trop sur demande et on a un peu moins cette centralisation qui est le côté avantageux de l'acquisition avec des appels d'offres et cetera. Et donc il semble qu'avec ces acquisitions rapides et agiles, avec plus de risques, le manque de prise de risque était souvent ce qui était reproché au niveau acquisition en temps normal, eh bien là, on a trouvé le bon compromis. Néanmoins, il semble être évident que ça a des coûts énormes, ne serait-ce que par la prise de risque et des besoins en rapidité de développement. Et il est clair que peu d'armées peuvent se permettre un tel budget. Sans même parler du fait qu'il faut avoir l'industrie spatiale qui suit derrière. Et ça, vraiment, très peu de pays l'ont, une fois de plus. Néanmoins, il est aussi important de se dire que peu d'armées ont besoin d'une telle capacité de renouvellement et de telle couverture, puisque c'est des choses qui sont vraiment très utiles, entre autres pour projeter des forces sur des théâtres d'opération à l'autre bout du monde. Et si on prend l'exemple de l'armée suisse, nous voulons nous défendre et pas forcément envoyer d'autres armées ailleurs pour des opérations. Par contre, au niveau des superpuissances, si on parle des États-Unis, de la Chine, de la Russie, eh bien, quand une de ces superpuissances a une nouvelle capacité, ça va lier les autres à aussi l'avoir, à suivre dans la course, sinon ils sont perdus. Et ça pourrait donner envie à leur adversaire de prendre l'avantage. Et donc, il y a une course à la souveraineté et qui va aussi user l'adversaire, hein. C'est un peu un jeu à qui a la plus grosse économie. Et donc on voit clairement que l'espace devient une arène de suprématie. Donc vraiment, on peut comparer ça à la suprématie aérienne. Je suis, originaire donc, militairement des forces aériennes. Donc je n'ai fait que monter un petit peu en altitude en rejoignant le centre de compétences espace de l'armée suisse. La suprématie aérienne, c'est vraiment le niveau plus haut de maîtrise de l'espace aérien qu'on peut avoir et les forces, aériennes adverses sont complètement incapables d'entraver les actions de nos forces armées d'une quelconque façon que ce soit. Il y a aussi la notion de supériorité aérienne, où là, c'est un niveau moyen de maîtrise de l'espace aérien. L'adversaire peut y faire quelque chose, mais par contre, il est incapable d'entraver de manière durable les actions de nos forces armées. Donc ces notions de suprématie et de supériorité qui sont extrêmement importantes dans le combat aérien sont des concepts qui semblent tout aussi pertinents pour l'espace. Et du reste, beaucoup de forces armées se posent maintenant ce genre de questions parce qu'ils doivent rédiger leur doctrine dans l'espace. Et militairement, une doctrine, c'est quoi? C'est l'expression claire et explicite des lignes directrices de la défense, c'est-à-dire en gros, comment est-ce qu'on réagit, dans quel contexte et avec quels moyens. Donc voilà, c'est vraiment une question d'avenir. Comment est-ce qu'on va gérer les conflits dans l'espace? Et puis, c'est vraiment, on voit ici vraiment l'Amérique, les États-Unis d'Amérique qui prennent le pas avec un modèle d'acquisition qui semble vraiment être la bonne solution, en tout cas pour ce qui est des superpuissances. Donc un sujet très naturellement à suivre et absolument fascinant sur comment est-ce que se déroule la guerre dans l'espace, puisque ça, c'est quelque chose que nous n'avons pour le moment jamais vécu. Merci Eric d'avoir été là pour ce 5e épisode d'Orbit Watch. Bah, merci à toi et puis, on espère que ce sera une expérience à renouveler. Mais oui, évidemment. À la semaine prochaine et portez-vous bien.